C'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, Jean-François, j'ai lancé Bon, le eh ben, micro. ça y est, on y va. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce 12-14 d'un toit pour tous. 12-14, somme toute, assez traditionnel parce que je pense que chaque année, on a un moment où on traite de la problématique d'Allo-DAO. Donc, voilà, c'est une bonne tradition, je crois. Et cette année, nous avons décidé de cibler plus particulièrement sur les difficultés de mise en œuvre du DAO, principalement, puisque le rapport, j'y reviendrai, montre que c'est là-dessus qu'on a le plus de problèmes, et même, j'ai envie de dire, avec une logique à nous interroger si le DAO inconditionnel était un droit théorique ou si c'était bel et bien un droit réel mis en œuvre ici dans le département de l'Isère. Alors pour préparer et pour préparer ce 12-14, on s'est largement appuyé évidemment sur les travaux et les réflexions du comité de suivi du DAO d'Allo en Isère, dont je rappelle qu'il comprend, et je prends mes papiers pour ça, l'ADIL de l'Isère qui est fidèle à nos réunions, la CLCV, la CNL et la CSF, donc trois associations de locataires, l'équipe juridique mobile de la ville de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole, Point d'eau et Un toit pour tous. J'insiste quelques minutes sur ce comité de suivi. Il y en a à peu près une quinzaine de comités départementaux sur l'ensemble de la France et de temps en temps on fait quelques visios pour faire un peu l'état de nos travaux. Euh, J'insiste sur l'existence de ce comité parce que, somme toute, des bilans de l'application de la loi DALO-DAO, il y a un bilan national qui est fait par le Haut Comité pour le logement des populations démunies, mais on ne peut pas dire qu'il soit très médiatisé. Et localement, il y a un petit bout de bilan qui est fait par le BALD, qui est communiqué à je ne sais pas qui d'ailleurs, mais qui est assez confidentiel. Et si on veut réellement parler de ce droit, bah c'est pour l'instant le mouvement associatif, je vais dire, qui s'en est emparé et qui peut aujourd'hui donner un certain nombre d'éléments. Ça nous paraît important parce que le DALO, la loi DALO, comme elle s'est appelée à l'époque, ça a été une vraie conquête sociale, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, des associations qui œuvrent pour le droit au logement des populations démunies. Et c'est important qu'on sache ce qui se passe. On est à, ça doit faire 15 ans maintenant que la loi a été votée. Donc, c'est important de continuer à le suivre par rapport à ça. Et si on a dans la salle des structures qui œuvrent pour le logement des populations démunies, on les invite à nous rejoindre. Plus on sera nombreux, non pas plus on s'amusera, mais mieux on travaillera. Donc, ce sera forcément un élément important. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'apesantir sur le DAO et sur à la fois les difficultés spécifiques qu'on peut rencontrer, soit par la nature des publics, soit par l'offre qui existe en termes d'hébergement, soit par la manière dont, soit par la doctrine, voilà, c'est comme ça qu'on l'a exprimé, de la commission de médiation d'Allo. Les séances de commission de médiation d'Allo étant toujours des séances de belles batailles. C'est un véritable enjeu militant, je crois, par rapport à ça. Alors, avec nous, aujourd'hui, on a donc Marie Guillaumin de l'Observatoire de l'habitat et du logement, de l'hébergement et du logement, pardon, d'Intre pour tous. On a Émilie Fruchard, que vous avez aperçu à l'écran tout à l'heure, du SIAO 38 et plus particulièrement de l'Observatoire du SIAO, chargé de la statistique et des études. On lui demandera aussi un peu de nous rappeler un peu le fonctionnement, très rapidement bien sûr, mais du 115, du SIAO et de l'Observatoire du SIAO. Et puis, on aura Julie Grosbon de l'équipe juridique mobile de la ville de Grenoble sur les débats juridiques et ouais, juridiques sur l'application de l'inconditionnalité du recours d'AO.
Voilà, moi j'en ai terminé pour l'instant. Vous avez, je le rappelle pour ceux qui sont arrivés avec nous, donc si vous voulez intervenir, poser des questions ou autre, vous avez le QR qui est en bas et non pas la discussion, bizarrement, parce que pour discuter, n'allez pas sur la discussion, allez plutôt sur les QR. C'est pas très intuitif, mais c'est comme ça. Et maintenant, c'est Marie qui va nous présenter les principaux éléments du rapport DAO Dalo de 2021, donc réalisé du rapport 2022, donc sur les chiffres de 2021, et qui a été la base de la préparation de cette réunion. Voilà, Marie, c'est à toi. Je quitte mon micro. Et du coup, j'en profite également pour vous dire que donc là, effectivement, les chiffres que je vais vous citer, ils apparaissent dans ce rapport qui est en ligne. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site d'Un Toit pour tous, sur la page de l'OHL, et puis vous le trouverez assez facilement si c'est des questions qui vous intéressent, avec beaucoup plus de chiffres que ce que je vais vous donner là. Parce que l'idée, ce n'est pas de vous assommer de chiffres, mais vraiment de se concentrer sur les principaux, en tout cas qui nous ont paru intéressants à citer aujourd'hui sur la question du DAO. Donc, le DAO, c'est le droit à l'hébergement opposable. Je vais peut-être juste refaire une petite contextualisation rapide pour ceux qui ne seraient pas complètement informés sur ce DAO. En fait, on a soit le DAO, mais le DAO, ses particularités, c'est qu'il a un délai de traitement plus rapide que ce qu'on peut avoir dans le DALO. Donc, c'est ce que vous voyez apparaître là à l'écran. À partir du moment où quelqu'un fait une demande de DAO, la COMED, donc la commission de médiation, a 6 semaines pour instruire cette demande. Et si jamais elle trouve que elle donne priorité à cette demande et que la demande, du coup, va être jugée prioritaire, la commission de médiation a ensuite de nouveau 6 semaines pour pouvoir donner une offre d'hébergement à la personne qui a fait le recours. Donc, c'est des délais de traitement qui sont plus rapides que le DALO qui se fait en 3 mois puis en 6 mois. Donc, on voit que voilà, ça va un peu plus rapidement sur le DAO. Et la particularité du DAO, c'est également que les critères sont moins restrictifs que pour une demande DALO, puisqu'il suffit, entre guillemets, d'un appel au 115 qui ne soit pas suivi d'une proposition d'hébergement stable pour qu'une personne puisse faire un recours DAO auprès de la COMED. Et donc, une fois que la COMED a jugé que la demande DAO était prioritaire, elle doit faire une proposition d'une place d'hébergement dans les 6 semaines, donc à partir de sa décision positive. Mais on a plusieurs problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est qu'en fait, on a sur le territoire isérois des places d'hébergement disponibles qui sont structurellement rares. Donc, ça pose des problèmes pour pouvoir proposer des solutions aux gens, même si leur demande est jugée prioritaire. Et on a aussi une deuxième problématique qui va plus être sur les pratiques, qui sont parfois des pratiques critiquables de la commission de médiation sur la façon dont elle instruit les dossiers de demande d'AO. Et pour vous faire quelques chiffres, donc en 2021, on a eu en Isère, oui, je ne l'ai pas mis sur le support de présentation, mais on est bien là sur les chiffres au niveau du département d'Isère. On a eu en tout 339 recours d'AO qui ont été reçus par la commission de médiation. Donc, on voit qu'en 2021, c'est un nombre de recours qui est record par rapport à tout ce qu'on a connu les années précédentes en termes de demande de DAO. Mais en même temps, on sait aussi qu'il y a sûrement un non-recours qui est assez important, puisque, comme je le disais, le seul critère qui normalement prévaut à un recours DAO, c'est le fait d'avoir appelé le 115 une fois et de ne pas s'être vu proposer un hébergement dans la foulée, un hébergement stable. Or, en 2021, on sait qu'il y a eu un peu moins de 3300 demandeurs au 115 qui n'ont pas été orientés sur une place. Donc, du coup, on suppose qu'ils auraient pu demander un DAO. Donc, on voit que ça fait quand même 3300 personnes à peu près qui auraient pu éventuellement faire un recours DAO. Or, on n'en a que 339. Donc, on voit qu'il y a sûrement un effet de non-recours qu'il faut garder en tête, même si les chiffres sont plutôt en évolution positive sur le nombre de recours. Le deuxième élément, c'est donc, une fois que vous avez posé votre demande de DAO, la commission de médiation va instruire le dossier et donc elle va décider au bout si votre décision est positive, si votre demande est positive ou négative, et donc si vous allez avoir le droit d'être priorisé DAO. Donc là, sur les 339 recours qui arrivent à la COMED, il y en a 179 qui aboutissent à une décision favorable. Donc, on voit que c'est un tout petit peu plus que la moitié des demandes qui arrivent qui sont priorisées.
C'est moins qu'au niveau national, puisque au niveau national, il y a 57% des demandes qui arrivent qui sont priorisées. Voilà. Là, on est à 53, donc un tout petit peu moins bien qu'à l'échelle plus globale. Ensuite, une fois que votre décision est jugée favorable, donc la COMED a 6 semaines pour vous faire une proposition d'hébergement. Et là, on se rend compte qu'il n'y a que 88 offres d'hébergement qui sont adressées aux personnes qui pourtant ont été priorisées. Donc, c'est quand même, voilà, on voit qu'on perd un peu de monde en route. Et sur ces 88 offres d'hébergement qui sont faites, il y en a seulement, entre guillemets, 67 qui aboutissent à un hébergement effectif, qui sont donc des offres qui ont été acceptées par les gens. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu plus d'un tiers seulement des personnes qui ont été priorisées DAO qui sont finalement hébergées à la fin de la procédure. Et donc, il en reste un quart qui n'ont pas saisi la proposition d'hébergement qui leur a été faite pour diverses raisons. Ce que je voulais ajouter ici, c'est qu'en fait, les difficultés, elles sont structurelles, puisqu'on connaît sur le territoire isérois, mais pas que, mais effectivement aussi chez nous, une forte tension entre les demandes et les offres en place d'hébergement sur le territoire départemental. Et là, je vais m'appuyer sur des chiffres qui viennent donc de l'Observatoire du SIAO 38. Mais si on regarde les demandes qui sont faites au 115, on s'aperçoit qu'en 2021, il y avait 7 demandes au 115 pour une attribution au niveau de l'Isère, ce qui est quand même assez peu, entre guillemets. Et on peut aussi dire qu'au 31 décembre 2021, on avait sur le territoire de l'Isère 1620 places d'hébergement d'urgence disponibles. Et ça aboutit aussi au fait qu'il y a quand même beaucoup de demandes qui sont adressées au 115 et que les lignes téléphoniques peuvent être parfois saturées. Et en 2021, on a compté 16 870 demandes faites et adressées donc, au 115, en tout cas traitées par le 115 au niveau des appels. Donc ça, c'était pour vous montrer un peu, pour illustrer le fait qu'on a des difficultés structurelles sur le territoire, en fait, tout simplement à pouvoir répondre aux demandes d'hébergement qui sont faites parce que l'offre ne correspond pas derrière. Et on a aussi regardé, je voulais vous citer 2-3 chiffres sur les publics qui sont accueillis dans les permanences que fait Un Toit pour tous, qui sont des permanences où les gens viennent pour pouvoir être aidés par des bénévoles pour monter des dossiers d'ALO ou DAO, ou au moins se renseigner sur les questions d'ALO et DAO. Et là, sur l'année 2022, dans ces permanences d'Un Toit pour tous, donc ce n'est pas tout le public DAO, c'est vraiment les gens qui se sont adressés à ces permanences Un Toit pour tous et qui sont venus dans ces permanences pour constituer donc, des dossiers. On a eu en 2022 87 recours DAO qui ont été effectués grâce à ces permanences-là, contre 71 en 2021. Donc, c'est plutôt positif. Ça veut dire, encore une fois, que les recours se font, en tout cas en effectif, de façon de plus en plus importante. Et ce qu'on remarque aussi sur la photographie de ces publics, donc encore une fois, qui ne sont pas l'ensemble des publics qui adressent un DAO, mais ceux qui passent par les permanences Un Toit pour tous, mais ça donne des grandes tendances. Sur ce public-là, on remarque qu'il y a quand même 40% des recours DAO qui proviennent d'hommes seuls. Donc c'est un public un peu cible et qui aura potentiellement des chances dans son parcours de déposer un DAO plus peut-être que d'autres typologies de publics. C'est pour ça qu'on a trouvé intéressant qu'Émilie puisse faire la présentation qu'elle vous fera juste après. Et ce qu'on remarque aussi sur cette photographie des publics des permanences Un Toit pour tous d'Allo DAO, c'est que sur le DAO, on a eu 48 ménages qui étaient étrangers, dont la moitié étaient en situation administrative complexe. Donc, soit pour 21 d'entre eux qui avaient été déboutés du droit d'asile ou qui étaient en situation administrative complexe, et pour 4 d'entre eux qui avaient fait l'objet d'une OQTF, donc d'une obligation de quitter le territoire français. Donc, là aussi, on se rend compte que c'est un public qui a des chances de pouvoir poser un recours DAO à un moment dans son parcours, d'où la vigilance qu'on se donne un peu accrue à garder sur ces deux publics, donc les hommes seuls et les publics en situation administrative complexe, sans évidemment oublier les autres, voilà, sans mettre de côté les autres, mais en se disant que peut-être ces deux publics-là, en tout cas statistiquement, ressortent dans les photographies qu'on a pu faire du public des permanences Un Toit pour tous. Voilà. Merci Marie pour cette présentation rapide. Je vous invite évidemment, comme Marie l'a fait, à aller consulter l'intégralité du rapport
sur le site d'un toit pour tous. On va passer la parole à Émilie si tu es là et si tu m'entends. Voilà, elle est là, impeccable. Donc voilà, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, si tu peux en 1 minute et demie nous parler du 100, ça c'est le mien, pardon, tac, c'est réglé, nous parler du 115 et du SIAO, mais vraiment pour comprendre un peu l'articulation éventuellement entre les deux, et ensuite effectivement cette observation sur les adultes isolés à la rue. C'est à toi. Bonjour, merci pour l'introduction. Alors, vous m'avez demandé un rapide rappel ou tout simplement une rapide présentation. C'est quoi le SIAO ISER? Donc, SIAO, c'est Service intégré d'accueil et d'orientation. Il contient à ce jour 3 services. Donc, le 115, appelle un numéro d'urgence où chaque personne, ménage, peut appeler directement le 115 pour faire une demande d'hébergement, mais pas que, une demande de prestation aussi pour qu'une maraude puisse passer le soir pour apporter couverture, couche pour bébé, nourriture, et des appels aussi pour une demande d'information. Où aller pour manger, où aller pour se doucher, où aller pour accéder à mes droits. Deuxième service, c'est le service insertion et logement adapté, où là, le ménage doit faire appel à un travailleur social pour que le travailleur social puisse porter sa demande vers notre service insertion et logement adapté. On a plusieurs types d'hébergement à ce niveau-là, l'hébergement d'insertion, CHRS et hors CHRS. Et puis ce qu'on comprend dans le logement adapté, c'est de l'intermédiation locative, c'est du logement accompagné par une structure, et les pensions de famille qui sont du logement adapté, puisqu'il s'agit de résidences semi-collectives où chaque personne habite son logement. La plupart du temps, ce sont des studios ou T1. Le dernier service, c'est le mien, l'observatoire du SIAO. Alors, c'est le mien, nous sommes 3. Moi, en tant que statisticienne, on a un chargé d'études plutôt qualitatives, Maxime Jacquier, et nous avons une chargée de communication et de formation sur le SI-SIAO, puisque toutes les demandes adressées au 115 et au service insertion sont enregistrées sur un système d'information national qui existe dans chaque département, puisque chaque département a son SIAO. Et c'est ainsi que l'Observatoire peut récupérer de grandes bases de données concernant les demandes, le profil des demandeurs, vers quel segment ils vont être orientés, en combien de temps, l'entrée, la sortie et le motif de sortie. Est-ce que les personnes, au bout de combien de temps sont-elles sorties vers le logement? Est-ce qu'elles sont parties volontairement? Est-ce qu'elles sont parties vers un autre type d'hébergement, etc. Voilà. Je m'arrête là pour cette présentation. S'il y a des questions, nous y répondrons. Merci, ça, je pense que ça précise bien les choses pour tout le monde. Merci. Je passe du coup à la présentation de cette étude qui s'intitule Adultes. Je veux bien qu'on revienne sur la première page, la première diapo, avant de passer aux stats. Moi, j'aime bien, hein, j'en ai mis 2, hein, en bonne statisticienne. C'est une étude qualitative, hein, mais il y a quelques chiffres pour le départ. Donc, elle s'intitule Adultes isolés en situation de rue, donner du sens à une surreprésentation statistique. Je rappelle que cette étude a été réalisée par mon collègue Maxime Jacquier, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, donc je le remplace, et qui est chargé d'études avec moi à l'Observatoire. Et c'est une étude qui a été réalisée en parallèle du traditionnel rapport d'observation annuel que nous faisons paraître chaque année avec l'ensemble des données 115, insertion et logement adapté, de la demande à la sortie. Et cette étude a été réalisée du coup grâce à l'arrivée de notre chargé d'études Maxime il y a à peu près 1 an et quelques mois. Je passe ma partie préférée sur les chiffres. Donc, un certain nombre de constats et de discussions avec mon collègue ont mené à la réalisation de cette étude, une surreprésentation des hommes isolés dans la demande d'hébergement, que ce soit au niveau du 115, urgence, insertion et logement adapté. Grosso modo, on peut retenir que 50% des demandeurs sont des hommes seuls dans les demandes, contre 15% dans la population iséroise. En termes de surreprésentation, j'en ai rarement vu d'aussi joli.
Et cette tendance à cette surreprésentation, j'ai mis se confirme depuis 5 ans, mais on pourrait le dire depuis même 10 ans. Autre constat chiffré, c'est que certains éléments caractérisent fortement le parcours de ces hommes isolés dans les données qu'on a pu traiter. On voit qu'en sortie d'hébergement d'urgence, près d'un quart des hommes seuls sont sortant vers un hébergement d'insertion, donc de l'hébergement vers l'hébergement, contre 5% vers un logement adapté, donc type intermédiation locative, qui est du logement accompagné. Pour les femmes, c'est la quasi parfaite inversion, c'est-à-dire qu'on a 5% qui seront orientés après un hébergement d'urgence vers un hébergement d'insertion et 21% vers le logement adapté, notamment et surtout vers l'intermédiation locative, ce qui permet d'avoir un logement, d'être accompagné et de voir son bail glisser à son nom. Autre donnée qui caractérise la demande des hommes seuls, c'est que 14% d'entre eux réalisent une demande pour le service insertion et logement adapté au moment de leur détention, ou proche de la fin de leur incarcération, contre 1% des femmes. Alors on pense que ce chiffre doit être sous-estimé, puisque parfois les demandes arrivent tardivement, que ce soit au niveau du 115 ou du service insertion, et à ce moment-là, les hommes seuls, comme d'autres ménages, sont déjà à la rue. Je passe à des aspects plus qualitatifs. Donc sur une autre diapo. Alors pour donner du sens à ce phénomène de surreprésentation, mon collègue Maxime a enquêté auprès de professionnels dans des hébergements urgence et insertion, notamment des CHRS, puisque les hommes seuls sont nombreux dans les demandes et ils sont nombreux aussi à être orientés, notamment auprès du service insertion, vers un CHRS où l'accompagnement social est très soutenant et concerne l'ensemble des domaines de la vie. Pardon. Et puis, il a fait une revue de la littérature où un certain nombre d'éléments se retrouvent dans les enquêtes et inversement, les éléments auprès des professionnels se retrouvent dans la littérature. C'était une étude en 2 parties, puisque certes, sur représentation des hommes seuls, Maxime n'a pas oublié les femmes seules avec ou sans enfants qui sont en demande d'hébergement d'urgence, insertion et logement adapté. Certes, leur nombre est plus faible dans la demande, mais dans cette étude, il y a toute une partie effectivement sur des phénomènes d'invisibilisation de ces femmes dans l'espace public, voire potentiellement dans les demandes, et des notions de violence et de stratégie de survie quand les femmes se retrouvent à la rue. J'en dirai pas plus sur cette deuxième partie. Je continue sur les hommes seuls. Donc là, je vous ai fait un petit maelstrom des problématiques qui se sont retrouvées dans les entretiens auprès des professionnels qui accompagnent les hommes seuls, mais également dans la littérature. Donc ce sont des parcours de vie chaotiques, de faits de rupture, isolement, carence, parfois dès l'enfance. On connaît bien maintenant, il y a de la littérature là-dessus, sur les personnes placées dans leur enfance dans l'ASE et qu'on retrouve avec une proportion assez forte ensuite dans les demandes d'hébergement et à la rue. Donc ces hommes isolés ont de nombreux points communs qui traduisent de manière générale un parcours fait de toutes ces difficultés socio-économiques et psychosociales. Ces difficultés, je l'ai dit, remontent parfois à l'enfance et mais généralement rupture familiale, parcours d'incarcération, addiction, troubles psychiatriques, accumulation de dettes, etc. Donc c'est un ensemble de caractéristiques mais qui vont être aussi des causes et parfois des conséquences de la vie en rue. Ça s'imbrique, ça se cumule les unes aux autres et ça peut être pour chacun de ces caractéristiques le point de basculement vers la vie en rue. Et puis, certaines de ces caractéristiques peuvent être une dominante ou à l'origine de cette vie à la rue. Ça peut être plusieurs, ça peut se répéter et ainsi de suite. Et on voit que ce parcours de vie fait de nombreuses difficultés suit un parcours en institution. Alors, outre-Atlantique, mon collègue Maxime m'a fait part de nombreuses études sur ces phénomènes, notamment sur la base de données qui vont regrouper l'ensemble
des institutions, ce qu'on a beaucoup moins en France. Outre-Atlantique, c'est le revolving doors, pour décrire du coup ce phénomène d'aller-retour, rue, hôpital, prison, rue, etc. En tout cas, on retrouve ces notions dans la littérature française scientifique et dans les entretiens, donc répétition, alternance de passage en foyer, centre de détention, etc. Ce qui nous a fait interroger fortement l'efficacité d'un ensemble de politiques publiques, celles liées à la détention, la psychiatrie, on sait les problèmes qu'il peut y avoir, et puis la politique d'hébergement et logement au niveau national, et comment ces politiques peuvent fonctionner ensemble. J'ai une petite dernière, puisqu'il y a quand même quelques très bonnes études en France. Cette étude était faite en 2020 et parue en 2021. Elle a été réalisée par Emmaüs France et Secours catholique. Donc, ils ont regroupé un peu plus de 1100 questionnaires passés auprès de personnes incarcérées. C'est un très beau volume au niveau des questionnaires. Elle s'intitule « Au dernier barreau de l'échelle sociale, la prison ». Donc 25 recommandations pour sortir du cercle vicieux, prison, pauvreté. C'est un très bon titre. Il y a un chapitre pour l'accès au logement, donc la prison, fabrique du sans-abrisme. Excellent titre également. Je vous ai mis quelques données. Donc 43% des personnes interrogées avec à la sortie de détention des solutions de logement temporaire ou incertaines, hébergement tiers ou foyer ou hébergement. Et 26 seront sans solution, donc à la rue. Et un témoignage, il y en a plusieurs dans cette étude, mais celui-ci concerne ce chapitre sur l'accès au logement. Donc j'ai peur d'être libérée et de me retrouver SDF. J'ai peur d'être libérée et encore une fois de retomber à Fleury parce que je suis à la rue, sans occupation, travail, ni stabilité et équilibre. Tout est dit, je vous remercie. Juste, je rebondis une minute sur ce dernier témoignage. J'ai remarqué que dans la salle, si j'ose dire, dans la salle virtuelle, on est plusieurs membres de la COMED. La question des gens qui sont actuellement en prison arrive régulièrement au COMED, c'est-à-dire des gens qui préparent leur sortie, si j'ose dire, qui préparent leur sortie de détention, donc qui sont actuellement en prison et qui demandent un hébergement d'urgence. Et on a régulièrement, nous, les services de l'État qui disent non, mais c'est pas, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, puisqu'il y a le SPIP, si je ne me trompe. En tout cas, ils ont les assistantes sociales de la prison qui sont là pour leur trouver l'hébergement à la sortie. Et pour l'instant, ils sont hébergés. Ils n'ont donc aucun besoin d'être priorisés en hébergement pour la sortie. J'ai l'impression que cette étude nous donne une vision assez différente de ce qui est donné là. Oui, c'est une étude nationale, hein, du coup, ça concerne l'ensemble de la France. Marie, je crois, l'a dit dans le début de son intervention ou au milieu. C'est structurel et ça concerne l'ensemble des départements sur l'hébergement d'urgence, malheureusement. Nos collègues dans les autres observatoires font les mêmes analyses. Donc, c'est pas pour dire que c'est partout pareil, mais effectivement, c'est pour rentrer sur une réflexion à une échelle nationale. On a besoin effectivement des politiques publiques au niveau national qui soient adaptées aux enjeux actuels, au niveau de l'hébergement et du logement. Oui, on peut dire ça, et on peut dire aussi que du coup, le département de l'Isère n'échappe pas à la règle, malheureusement. Aussi dans ce sens-là. Merci. Sur ce sujet-là, on y reviendra. J'ai pas vu arriver de questions directement pour l'instant, donc on va poursuivre comme on l'avait un peu imaginé avec l'ensemble des interventions. On passera bien entendu au débat à la suite. Deuxième volet donc qu'on voulait mettre en exergue, qui est un vrai volet de la bataille sur l'hébergement inconditionnel, puisque c'est le discours qu'on tient nous et c'est ce que nous disait la volonté du législateur à l'époque. Julie va y revenir. Donc la question de l'inconditionnalité. Et pour faire simple, l'hébergement d'urgence doit-il être ouvert à tous et notamment
aux personnes qui ont été déboutées du droit d'asile, qui ont épuisé je ne sais pas si on peut dire épuisé d'ailleurs, mais on va le dire comme ça pour l'instant, qui ont épuisé l'ensemble des dispositifs pour avoir un droit au séjour en France, qui ont été déboutés, qui ont fait l'objet d'une OQTF, même si on sait, peut-être que dans la salle, des personnes pourront revenir dessus aussi, même si on sait qu'on peut avoir été débouté, avoir fait l'objet d'un OQTF dont visiblement personne n'arrive à savoir quelle est la durée de validité de l'OQTF. Hein. Alors ça fait partie des mystères extraordinaires. Et par ailleurs, on sait que des gens qui ont eu des OQTF peuvent ensuite refaire des demandes de visa pour des problèmes de santé, peuvent se retrouver réintégrés dans tel ou tel dispositif. Donc on va faire un zoom maintenant avec l'équipe juridique mobile qui travaille énormément sur ce sujet, sur l'inconditionnalité. Peut-être en 2 secondes, Julie, nous parler aussi de l'équipe juridique mobile et de l'énorme travail que vous faites pour venir après sur ce sujet directement. Merci. Merci. Alors, oui, je suis Julie Grosbon, juriste à l'équipe juridique mobile. On est un service de la ville de Grenoble qui accompagne les personnes dans leurs recours, surtout contentieux, en lien avec le droit au logement opposable et le droit à l'hébergement opposable. Donc ça, c'était rapidement la petite intro. Et moi, je voulais vous parler plus particulièrement du respect de l'inconditionnalité du recours DAO, donc le volet hébergement, et des doctrines de la commission de médiation et de la jurisprudence aussi du tribunal administratif. Donc pour cela, je voulais revenir tout simplement au départ, reposer un peu les bases sur le principe de l'inconditionnalité du droit à l'hébergement opposable qui est prévu par l'article L441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation. On peut voir très clairement que cet article il prévoit que si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. Donc, ce qui veut dire très simplement que le DAO et l'accès à l'hébergement est tout à fait possible et que les personnes, qu'elles soient en situation régulière ou non, ont droit à un hébergement. D'ailleurs, ça transparaît aussi lors de l'adoption de cet amendement, en fait, qui a été introduit, enfin, cette disposition, elle a été modifiée et introduite par la loi ALUR du 24 mai 2014 et on peut voir que dans les débats parlementaires qui ont précédé son adoption, l'esprit de cet article transparaissait et on voit que c'était la volonté de faire de l'hébergement un droit inconditionnel. On peut lire qu'il s'agissait de mettre un terme aux disparités constatées entre les positions adoptées par les commissions de médiation, dont certaines exigent le respect de conditions de régularité et de permanence. Dans tous les cas, quand bien même les personnes qui seront accueillies dans un hébergement bénéficieront du principe d'inconditionnalité. Et donc, l'amendement tend ainsi à donner une traduction à un principe républicain et à poser le caractère universel du droit à l'hébergement pour toute présente sur le territoire national. Et finalement, cet amendement, il a été adopté en considérant que l'hébergement est bien un droit inconditionnel. Donc, quand on lit ça, on peut se dire qu'il n'y a pas de débat possible et que le droit à l'hébergement et le DAO est accessible à toute personne, quelle que soit sa situation administrative. Néanmoins, et c'est là que tout est le problème, on voit que la commission de médiation de l'ISER particulièrement, mais la doctrine s'étend aussi aux autres commissions de médiation, elles ont tendance à ce qu'on appelle adopter la doctrine des garanties d'insertion. C'est-à-dire que systématiquement, pour les personnes qu'on accompagne, on observe que les personnes qui ont soit une obligation de quitter le territoire, soit sont en situation irrégulière, ne sont pas régularisées sur le territoire, elles se voient absolument... Excusez-moi, je crois que j'entends mon écho. Je vais réessayer. Voilà. On voit qu'en fait, elles se font systématiquement rejeter leur recours amiable DAO, puisque la commission considère que elles n'ont pas les garanties d'insertion suffisantes. Donc là, je vous ai reproduit une motivation d'une décision de la commission de médiation, mais cette motivation, elle est valable pour toutes les personnes qu'on accompagne qui sont en situation irrégulière, en général.
Et on voit que c'est pas du tout conforme à l'article L441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation. Donc, pour faire face à cela, on essaye de développer des stratégies et dans le cadre de nos missions, on accompagne les personnes pour contester ces décisions. Et contester ces décisions, ça implique de le faire devant le tribunal administratif de Grenoble. Donc, on voit que le tribunal administratif, il a une jurisprudence qui est fluctuante. Sa position n'est pas tranchée sur la question, mais on voit qu'il adopte à chaque fois plusieurs comportements. Dans un premier temps, on peut remarquer que le tribunal, il se prononce pas sur les garanties d'insertion, mais il va utiliser d'autres motivations, d'autres motifs pour sanctionner la décision de la commission de médiation. Il peut se baser notamment, en général, s'il y a la présence d'enfants en bas âge, s'il y a des maladies, des problèmes de santé, la présence d'une femme enceinte, par exemple. Il va jouer sur ces vulnérabilités et pour éviter un peu la question. Là, je vous ai reproduit également des motivations de décision du tribunal administratif. On peut lire ensemble, qu'il se base sur l'extrême précarité de la personne. S'il est constant qu'il se trouve en situation irrégulière en France, donc là, il le pose, mais il considère qu'au regard des conditions de vie extrêmement précaires qu'il a subies pendant de nombreuses années et des conséquences graves qu'une telle situation a engendrées sur son état de santé, il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision. Autre exemple, il utilise l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant et il considère qu'au regard du très jeune âge du fils et de sa particulière vulnérabilité, il y a une erreur manifeste d'appréciation. Donc on voit qu'il se base sur d'autres moyens pour sanctionner les décisions concernant des personnes qui peuvent être en situation irrégulière. Ensuite, on voit que régulièrement, et la tendance malheureusement se multiplie, on voit qu'il y a beaucoup plus de décisions, de plus en plus de décisions ces derniers mois qui veulent en fait confirmer la doctrine de la commission de médiation. Le tribunal a pu considérer que monsieur et madame ne remplissent pas les conditions de régularité ni celles de permanence du séjour. Donc, elles ne peuvent pas avoir accès à l'hébergement d'urgence. Ou encore, le requérant n'avait pas à bénéficier du dispositif d'hébergement prévu par les dispositions, sauf à faire état de circonstances exceptionnelles. Alors que ça, on voit très bien que c'est des critères qui ont été rajoutés par la commission de médiation, mais qui n'ont aucun fondement dans les textes. Donc, c'est une position qui est assez critiquable et qu'on essaye de combattre, même si c'est compliqué. Et enfin, il y a une dernière tendance, mais qui se fait de plus en plus rare, malheureusement. Je vais peut-être laisser la diapositive changer. Merci. On voit que le tribunal administratif a pu, dans certains cas, tout simplement affirmer que le moyen en fait tiré de l'étude de l'absence de garantie d'insertion est totalement illégal. Ce n'est pas prévu par la loi. Dans une autre décision que j'ai reproduite, le juge a pu considérer que le caractère régulier ou non du séjour des demandeurs ne fait pas partie des critères d'appréciation sur lesquels la commission de médiation peut statuer. Là, c'est clair, c'est dit, mais malheureusement, comme je vous disais, on a de moins en moins de décisions comme ça. Bon, on me dirait, mais comment ça se fait qu'il y a autant de décisions différentes à chaque fois? C'est pas possible, on ne peut pas s'en sortir. Nous, on constate que ça dépend beaucoup des magistrats qui rendent les décisions, puisqu'il y a un roulement. Ça dépend aussi, comme je le disais, de la défense je ne l'ai pas encore dit, mais je vais le dire. Ça dépend de la défense de la préfecture. Avant, on se rendait compte que la préfecture n'était pas forcément présente aux audiences. Il n'y avait pas de mémoire en défense qui était communiquée. Là, on sent que la préfecture commence à se défendre plus régulièrement et que le juge le prend en compte dans ses décisions. Et aussi, ce qui compte beaucoup, c'est la situation des requérants et requérantes et l'état de vulnérabilité. Comme je disais, la présence d'enfants, ça peut compter. La présence d'une personne qui est enceinte et qui va bientôt accoucher, ça compte énormément. Et on voit que le tribunal utilise ces arguments. Enfin, donc, pour essayer de contester ces décisions lorsqu'elles ne sont pas favorables, on a un moyen additionnel qui est le Conseil d'État. C'est la plus haute juridiction administrative
et c'est celle qui est compétente lorsqu'on veut contester les décisions du tribunal administratif de Grenoble notamment. Mais on peut voir qu'en fait, il y a vraiment un frein à faire respecter ces droits et notamment à aller devant le Conseil d'État, puisque là, je vous ai remis un petit schéma. On voit que on part de la décision défavorable d'AO. Une fois qu'elle est notifiée, on a 2 mois pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif peut statuer à peu près si on est optimiste, dans les 2 mois. Donc, on en est déjà à 4 mois. Et ensuite, on peut faire, si la décision du tribunal administratif est défavorable, on peut la contester devant le Conseil d'État. Mais pour cela, il faut faire une demande d'aide juridictionnelle afin que les frais d'avocat soient pris en charge par l'État pour les personnes qui n'ont pas les moyens. Et là, on se rend compte que des fois, c'est en 6 mois qu'on a une décision, juste pour les frais d'avocat. Et ensuite, une fois que la question est posée devant le Conseil d'État, si jamais on a l'aide juridictionnelle, ça peut prendre plusieurs mois aussi. Donc, on se retrouve vite avec une procédure qui va durer plusieurs mois, qui peut s'étaler sur un an et demi. Et on voit que c'est pas du tout adapté par rapport à la situation de personnes qui sont à la rue, qui ont aussi d'autres problématiques à gérer et qui voilà, des fois n'ont pas de téléphone, on est dans des délais aussi très restreints, donc on demande aux personnes de nous répondre très rapidement dès qu'on les sollicite, et c'est très difficile à mobiliser ces personnes sur autant de temps, sachant que le but, c'est d'avoir une décision favorable, une priorité, et que ça ne donne même pas, et d'ailleurs on l'a vu avec les chiffres qui ont été présentés, ça ne donne même pas toujours droit à une solution d'hébergement effective. Donc, pour un peu, je veux bien qu'on change la diapo, s'il vous plaît. Merci. Du coup, un petit bilan sur le contentieux devant le Conseil d'État pour vous montrer un peu à quel point c'est assez compliqué. À ce jour, on a 3 demandes d'aide juridictionnelle qui ont été déposées, et il y en a 2 qui ont été rejetées. On a fait un recours contre le refus d'aide juridictionnelle pour une personne, enfin un ménage, et qui a été accepté. Donc, on a obtenu l'aide juridictionnelle pour aller devant le Conseil d'État pour une personne. L'autre personne, on n'avait plus de nouvelles. Comme je vous le disais, ça peut être difficile de mobiliser sur un tel laps de temps. Et on en a une qui est en cours d'instruction. Donc voilà, il y a plein d'enjeux différents qui font que plus on avance dans la procédure et plus c'est dur de faire respecter les droits des personnes. Et aussi, il y a un autre enjeu, si on n'a pas l'aide juridictionnelle, comment on fait? Il faut trouver des fonds pour financer les recours. Et enfin, je voulais vous parler aussi d'une autre stratégie un peu qu'on a adoptée en lien avec le comité de suivi de la loi DALO en Isère. On s'est dit que, donc certes, il n'y a pas que les moyens juridiques qui peuvent être mobilisés, que les moyens contentieux. On a décidé de diffuser une note auprès des membres de la commission de médiation qui réexplique le principe de l'inconditionnalité avec des fondements en droit, aussi voilà, l'esprit de la loi, et qui a été signé par l'Institut des droits de l'homme du barreau de Grenoble pour y donner un peu plus de poids. D'ailleurs, ça fait écho. Si Jean-François veut aussi développer là-dessus, je te laisse le faire. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Julie, pour cet exposé très, très détaillé. Peut-être juste quelques petits compléments, et je sais qu'Hervé Prévert, qui est aussi membre de la commission d'Allo, est là. Simplement quelques remarques par rapport à ce sujet, hein, puisque c'est l'enjeu essentiel aujourd'hui des différentes commissions de médiation. Une remarque, la première, c'est que Julie nous disait qu'aujourd'hui, la préfecture est beaucoup plus présente en défense au tribunal administratif sur les recours qui sont faits. Je me permets quand même de remarquer et de signaler que dans le courant de l'année début 2023, je pense, ou fin 2022, il y a une juriste qui a intégré les services du BALD, le bureau d'accès au logement pour les démunis, si je ne me trompe, justement pour aller défendre les positions de la Comède quand elles sont attaquées.
donc une personne supplémentaire, ou du moins une partie de personnes supplémentaires. Et dans le même temps, à la dernière commission de médiation, on nous a indiqué que les services du BALD étant insuffisamment équipés en personnel, c'est une filiale de la Poste dont j'ai oublié le nom. Ils confieront un certain nombre d'instructions des dossiers à une filiale de la Poste. Donc on commence, ça existe déjà dans d'autres départements, hein, on commence à externaliser l'instruction des dossiers, alors je ne sais pas si ça sera des DAO, des DALO ou indifféremment les uns ou les autres, qui seront externalisés, qui ne seront donc plus faits par les services de l'État. Nous, on a trouvé ça inquiétant et on l'a dit, donc voilà. Deuxième remarque que j'avais envie de faire, et après, ce sera important qu'on puisse ouvrir le débat. Vous avez sûrement entendu, comme nous, une intervention de la Première ministre récemment, largement reprise par l'AFP, indiquant qu'on allait trouver des solutions rapidement pour les écoliers qui étaient à la rue, puisque c'était 2000, si je ne me trompe, 2000 enfants qui étaient à la rue et scolarisés. Et donc la Première ministre s'était engagée à ce qu'il y ait des solutions trouvées rapidement. Et on a traité lors de la dernière commission, lors de la dernière COMED, des dossiers de familles avec enfants en bas âge à la rue, pour lequel la position des représentants de l'État a été absolument invariante par rapport à ce qu'elle était précédemment, en expliquant que pour la déclaration de la Première ministre et puis la question qui était posée de savoir si on hébergeait des familles avec enfants actuellement à la rue, il n'y avait pas de lien, donc là en l'occurrence, on a essuyé des votes défavorables pour ces situations. Voilà, pour finir là-dessus. On avait une question qui a disparu, je ne sais pas si... Parce que, oui, elle n'a pas disparu, c'est que j'ai apporté une réponse en disant que je donnerai la parole juste après. Donc, je donne la parole à Madame Lalire. Enfin, j'essaye de donner la parole, en tout cas. Donc, normalement, là, vous devriez pouvoir activer votre micro. Il est activé et normalement, on devrait vous entendre. Bonjour. Oui, parfait. Je fais partie de l'équipe qui accompagne juridiquement les mineurs étrangers isolés à la CIMAD. Et je voulais vous signaler des décisions qui ont eu lieu, qui sont intervenues cet été. Au deuxième trimestre 2023, on avait une vingtaine de jeunes qui étaient à la rue, qui n'avaient pas été reconnus mineurs par le département, mais qui étaient en recours auprès du juge des enfants. Et les avocates ont décidé de faire des référés liberté pour leur hébergement. Le tribunal administratif de Grenoble a prononcé plusieurs décisions favorables aux jeunes en faisant obligation à l'État d'héberger dans un délai ces mineurs isolés. Et en fait, bon, ça n'a pas été effectif, mais il y avait des possibilités d'astreinte et pour certains jeunes, l'astreinte a été demandée. Là-dessus, le ministère du Logement a saisi pour 3 situations le Conseil d'État et le 10 août 2023, le Conseil d'État a annulé les 3 ordonnances du tribunal administratif de Grenoble. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les motifs. J'en ai relevé notamment 2, parce que ça me semble important dans le cadre de la présentation que vous faites. Le juge des référés ne peut ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. Ce jeune ne révèle pas, compte tenu de la présence de personnes et de familles encore plus vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d'urgence, une situation justifiant que soit ordonnée, au motif d'une astreinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, de prendre les mesures pour mettre à l'abri l'intéressé. Je rappelle que la plupart de ces jeunes, pour nous, ont des actes d'état civil qui sont vérifiés ensuite par la police et que nous faisons légaliser. Donc, ça ne repose par rapport à la minorité, c'est la question, mais en fait, ces jeunes n'ont pas accès à l'hébergement d'urgence. Julie, un commentaire à chaud. Enfin, ça nous intéresse forcément de récupérer la... Oui, on pourra vous transmettre les décisions, on va les rendre anonymes et on vous les transmettra. J'en avais parlé avec un des avocats
avec un des avocats qui avait déposé un recours et pour lequel la préfecture, le ministère avait fait demander cassation devant le Conseil d'État. J'apporterai juste la précision que il y a une différence à faire. Là, c'était dans le cadre d'un référé liberté. Oui, Donc, le juge n'a pas les mêmes pouvoirs que dans le cadre des décisions que je citais précédemment. d'accord. Dans le cadre du DAO, par exemple, lorsque le juge prononce l'injonction et que la personne a été reconnue prioritaire, la préfecture ne peut pas se dédouaner en prenant en compte les moyens de l'administration. C'est le cas malheureusement dans le cadre du référé liberté. Mais oui, enfin, ça fait écho quand même au fait que voilà, la préfecture est de plus en plus présente et se met à contester les décisions du Alors TA. non, elle n'était pas présente au tribunal administratif. Elle n'est pas présente, mais Mais qu'ils se c'est le saisissent plus ministère haut, quoi. au niveau du Conseil d'État Mm, qui a fait le recours. mm, Donc, enfin, par rapport à l'inconditionnalité, ça pose quand même, même si ça ne passe pas effectivement par la commission de médiation, ça pose mm. quand même la question de l'inconditionnalité. On a plus de 20 jeunes aujourd'hui qui dorment au parc Mistral ou dans les rues de Grenoble, hein, Ouais, ça, faut pas voir. dont certains sont évidemment mineurs. Je ne prétends pas qu'ils sont tous mineurs, mais un certain nombre sont mineurs. Non, mais oui, elle fait mal. En plus, enfin, j'avais discuté avec un des avocats et il y a la difficulté aussi que une fois qu'elle est hébergée, en fait, normalement, on ne devrait pas pouvoir mettre dehors cette personne. Or, ça a été le cas. Enfin, l'avocat Oui. m'avait dit que ça Oui, avait été oui, le il y en cas. a qui ont été hébergés 3 jours, une Ouais. semaine, et puis sont Mm. remis dehors. Oui, oui, certains. Ça pose quand même question aussi sur l'expulsion. Normalement, il y a quand même un délai de 48 heures. Enfin, il est censé avoir une procédure, quoi. On ne peut pas les mettre comme ça dehors. Ça nous pose la question de la vulnérabilité. Mm. Parce que moi, l'impression que j'ai, hein, à la fois de l'intervention de Julie et celle de Madame Lalire, c'est quand même, j'ai l'impression d'une jurisprudence qui est assez difficile actuellement, qui a plutôt tendance à se durcir qu'à aller dans notre sens, hein. Au niveau national, je ne sais pas s'il y a eu de nouvelles tendances, mais du côté de l'association d'Allo ou autre, j'ai envie de dire qu'il y avait à la fois l'envie d'avoir des jurisprudences du Conseil d'État qui éventuellement puissent être claires sur l'inconditionnalité, mais aussi la crainte d'en avoir qui soient défavorables et qui mettent à mal d'une certaine manière cette logique de l'inconditionnalité, hein. Enfin, je pense qu'il faut qu'on ait conscience de ça dans le travail qu'on fait. J'ai un pourvoi aussi, pardon. Je me Vas-y. permets de dire qu'il y a aussi des demandes d'aide juridictionnelle qui ont été formées pas par la Sodalo, mais par des personnes qui accompagnent, enfin, des personnes accompagnées par la Sodalo. Donc, ils vont aussi faire des recours devant le Conseil d'État pour ce genre de questions, mais c'est sûr que ça pose question, mais en même temps, au bout d'un moment, il va falloir quand même trancher. Oui, en espérant que c'est pas la loi, peut-être pas la loi, je sais pas quoi, l'immigration qui tranchera, Ouais. parce que ça risque d'être relativement compliqué. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je Alors, sais. peut-être que c'est le moment de repréciser que pour poser vos questions dans le chat, il ne faut pas utiliser la bulle qui est toute seule et où c'est marqué discussion de façon très illogique. Il faut utiliser les deux bulles où il y a marqué QR. Sinon, la discussion elle est désactivée. Donc, pour mettre vos questions dans le chat, c'est QR. Et il y a une autre modalité que vous pouvez utiliser, c'est lever la main. Et dans ce cas-là, on active vos micros. Il y a René qui pose une question. Tu lui donnes la parole, je pense que c'est le plus simple. Ouais, alors attends, René, je te cherche pour activer ton micro. Alors, normalement, c'est bon, tu peux y aller. Bon, oui, non, la question que je posais était assez simple, là. Vous avez évoqué, la représentante de l'équipe juridique mobile a évoqué les recours devant le Conseil d'État. La question que je posais est la suivante, soit est-ce qu'il y a une jurisprudence qui se dégage, qui émane des décisions du Conseil d'État sur laquelle on peut s'appuyer et puis question complémentaire, mais vous l'avez évoqué, Jean-François l'a évoqué, quel est
risque qui pourrait suivre des décisions défavorables du Conseil d'État. Julie, c'est plutôt toi? Sur les risques d'une jurisprudence défavorable du Conseil d'État, c'est ça? Ouais. Bah, là, en fait, le problème, le constat qu'on a, c'est que la doctrine, elle concerne l'Isère, mais elle se développe aussi dans d'autres départements. Donc, on voit qu'on commence à avoir un peu la même pratique dans tout le territoire national. Mais bien sûr, le risque d'une jurisprudence tranchée sur du Conseil d'État, pardon, et qui dit oui, on a le droit d'examiner les garanties d'insertion pour avoir accès, pour être reconnu prioritaire DAO, c'est que cette jurisprudence-là, maintenant, elle s'applique à toute la France et que du coup, toutes les commissions peuvent s'en prévaloir. Donc, c'est ça le risque majeur. Mais en même temps, à ne pas déposer de recours devant le Conseil d'État par peur que cela arrive, on voit bien qu'il y a une jurisprudence enfin, territoriale qui s'installe, notamment à Grenoble, où on a des décisions où maintenant le tribunal administratif le dit très clairement et de manière euh, plus régulière à dire, bah oui, oui, il faut avoir des garanties d'insertion, il faut remplir carrément les conditions d'accès au logement social. Donc, c'est restrictif et ça tend à s'installer dans tout le territoire. Donc voilà, le risque, c'est que ça fasse jurisprudence pour tout le territoire, mais on est un peu forcé. Alors, si, enfin, peut-être pour essayer de poursuivre la question de mon point de vue, non pas d'animateur ici, mais de membre de la Comède, euh, très souvent, enfin toujours d'ailleurs, les dossiers de personnes, en Comède c'est cela qu'on a, ayant reçu une OQTF, font l'objet d'un vote entre les différents membres de la commission de médiation, hein. Le président fait systématiquement passer au vote. Ce sont souvent des votes très équilibrés, hein. Ça se joue à une ou deux voix près en fonction du nombre de personnes présentes. Et Dieu sait qu'à la Comète, c'est pas très fixe. Alors, on a tendance, nous, à dire que c'est pas tout à fait juste, mais on vient de voir aussi que les décisions du tribunal administratif peuvent être différentes aussi, suivant peut-être bien tel ou tel juge. Donc, on voit aussi que la justice est un domaine quand même assez compliqué. Donc, on a cet élément de vote encore pour l'instant. Et là aussi, mais ça fait partie du travail qu'on fait au niveau de la Comète, c'est la logique d'essayer de mobiliser au maximum les associations qui sont présentes, qui sont nommées à la Comète pour qu'elles soient présentes et, si possible, qu'elles aient des positions relativement constantes sur l'inconditionnalité. C'est loin d'être particulièrement simple. L'autre élément qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que pour l'instant, les recours, ils sont faits par, et je parle sous contrôle de Julie, hein, les recours, ils sont faits par les requérants qui sont déboutés. Mais si on avait une décision du Conseil d'État, je n'exclus pas moi, enfin je ne sais pas si on peut exclure, je m'interroge en tout cas, de se demander si l'État ne pourrait pas être amené à faire des recours contre une décision de la Comède qui prioriserait des demandeurs déboutés du droit d'asile et qui irait demander au TA et voire plus loin d'annuler cette décision. Donc on voit bien qu'on est en ce moment dans une espèce de bataille un peu feutrée. Et je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt à ce qu'elle débouche publiquement quoi, en ce moment, vu l'état de l'opinion, j'en sais rien. Julie, que les recours de l'État, on peut imaginer que ça pourrait arriver? Ah oui, c'est tout à fait possible. L'État peut faire appel devant le Conseil d'État d'une décision, enfin, peut déjà saisir le tribunal administratif, par exemple, enfin, je me pose la question parce qu'il y a l'intérêt à agir quand même. Oui, après, il y aurait peut-être un intérêt à agir vu que c'est la préfecture qui est en charge d'héberger des personnes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a une personne qui fait un recours devant le tribunal administratif pour demander à suspendre la décision et à être reconnu prioritaire, l'État peut tout à fait faire appel devant le Conseil d'État de cette décision. Oui, on peut se retrouver dans ce cas-là inverse. Absolument. On donne la parole à Hervé, Marie? Oui, Vraiment, c'est bon. Ouais. c'est bon? Oui. Bonjour. Donc Hervé Prévert, je suis représentant d'À Toi pour tous à la Comède. Et il y a une question qui est
qui n'est pas négligeable, c'est la constitution des dossiers. Si les représentants de l'État et des collectivités publiques sont complètement, comment dire, dans leur obstination de refuser des logements lorsqu'on parle d'OQTF et puis de demandeurs d'asile, ils sont, comment dire, un peu ouverts lorsqu'il s'agit de dossiers dans lesquels l'aspect santé est évoqué. Par contre, lorsque nous on demande est-ce que dans le dossier il y a un certificat médical d'un médecin ou d'autres personnes ou d'un service, bien souvent il y a absence de ces documents. Or, j'ai eu l'impression que si ces documents arrivaient, il était possible peut-être que enfin les représentants de l'État acceptent ce recours. Donc, je souligne ça parce que bien souvent, le dossier arrive en disant « oui, problème de santé, je ne peux pas, etc. etc. » Mais il faut absolument qu'il y ait un dossier parfaitement constitué. Voilà. Je peux me permettre de répondre. Le problème avec ce genre de constituer des dossiers avec des certificats médicaux, etc., c'est que à la base, si on en revient à la loi, c'est une personne qui est en détresse psychique morale, qui n'a pas d'hébergement et qui a fait des démarches préalables pour avoir un hébergement. Donc normalement, il suffit de ne pas avoir de solution d'hébergement et d'avoir fait des démarches pour être reconnu prioritaire. Et le problème, c'est que du coup, quid des hommes seuls à la rue sans trop problème de santé? Ces personnes n'auront du coup jamais accès à un hébergement et ça se retranscrit aussi dans les nombres du 115. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas trop donner d'éléments. Alors, on le fait quand même selon aussi l'envie des personnes, mais c'est compliqué parce que du coup, après, ce sera à qui aura le meilleur dossier, alors que, encore une fois, la commission n'est pas là pour tenir compte des places d'hébergement disponibles. Elle est pas là pour pallier en fait les carences de l'État et de dire ah oui bon bah on n'a pas beaucoup de places d'hébergement, du coup on va prendre que les personnes qui sont en situation de particulière vulnérabilité. Donc nous c'est pour ça qu'on est très précautionneux, on fait très attention à la constitution des dossiers et à savoir pour l'intérêt un peu collectif des personnes d'avoir un hébergement et de pas nécessiter d'être à 2 jours de mourir pour faire un DAO, quoi. Normalement, on ne devrait pas remplir ces conditions. René, peut-être une intervention? Je ferai un commentaire après aussi éventuellement, mais René, tu as la parole, je pense. C'est bon, René, tu peux y aller. J'ai normalement réactivé le micro. Alors, attends, parce que tu es présent 2 fois. Attends. Deux René. Il y a 2 René, j'en ai activé un, mais alors le deuxième, je ne le trouve pas pour t'activer. Moi, je le vois. Alors, Voilà. c'est bon. Non? Alors, attends, je cherche encore un petit instant. Si quelqu'un d'autre Pendant ce temps-là, Julie, enfin, moi je trouve que ce débat, il est extrêmement intéressant, y compris parce que on a dans la salle un certain nombre de gens qui peuvent accompagner des demandeurs par rapport à ça. Et évidemment, on est dans la situation compliquée de savoir si on essaye de pousser ceux qui auraient une chance d'aboutir parce que ils ont des enfants jeunes, parce que on pourrait dire que ça a trouvé un moyen d'avoir un élément comme quoi ça nuit à leur scolarité, les logiques de santé, et puis rester sur le principe. Actuellement, dans la commission, on voit bien qu'on est dans une situation assez difficile, parce que tu as cité les textes, Julie, tu les avais mis à l'écran. Hein. Évidemment, ce qu'on nous répond à nous, c'est que la commission peut être saisie, est-il dit, et on nous dit, bah, la commission est saisie, on s'en saisit, il n'y a pas de problème, on prend le dossier, donc pas de souci. Et puis, le texte, il nous dit aussi, la commission peut prendre une décision favorable, sous réserve d'hébergement d'urgence, mais elle peut. Mais si elle peut prendre une favorable, elle peut prendre une décision défavorable aussi. Donc, on s'appuie sur des textes dont le Haut Commissariat aux populations des logements démunis nous dit bah, on est allé à peu près au maximum de ce qu'on pouvait espérer obtenir. On a peu de chances d'avoir une loi, au moins actuellement, qui vienne préciser, hein, du moins voilà, une modification de la loi qui vienne préciser les choses. Donc ça, c'est compliqué. Et moi, j'ai envie de dire que nous, membres de la COMED,
quand on voit bien qu'on est, alors parce que nous, une fois que l'appel a été fait, on a une idée de la situation, de ce qui nous attend, hein, de comment va se passer la réunion, parce que les votes sont quand même assez massivement bloqués. On a, je crois, relativement réussi à avoir je ne sais pas si on a convaincu le président, enfin, toujours est-il que sa position aujourd'hui est quand même assez claire, de dire tant que l'ensemble des recours n'ont pas été faits, il faut donner une chance à ce demandeur, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas une OQTF non contestée, confirmée, alors que les positions des représentants de l'État elles sont extraordinairement restrictives, hein. Alors, les OQTF, évidemment, ils ne veulent même pas en entendre parler, mais on a des représentants de l'État actuellement qui ont consigne de voter défavorablement à l'hébergement de demandeurs d'asile sous prétexte qu'ils devraient être hébergés en CADA, même s'ils reconnaissent que de toute façon, il n'y a pas de place pour tout le monde dans les CADA. Mais ils expliquent que le DALO, il n'est pas fait pour ça et que les places d'hébergement qu'ils gèrent ne sont pas faites pour ça et que les demandeurs d'asile devraient être en CADA. Il n'y a pas de place en CADA, c'est pas grave, c'est pas pour autant qu'ils devraient être en hébergement. On a vraiment des positions très très dures par rapport à ça. Et donc, j'ai envie de dire que nous, en commission, stratégiquement, on essaie de faire basculer de temps en temps une ou deux personnes, je vais dire en pleurant la misère, hein, en rappelant qu'il y a des enfants en bas âge, parce qu'on voit refuser des dossiers avec des familles qui ont des enfants de moins d'1 an. On a vu arriver l'an dernier en commission une dame qui venait de sortir de la maternité. C'est juste hallucinant, quoi. Donc effectivement, nous, parce que sinon on n'a pas beaucoup d'autres éléments une fois qu'on a rappelé le droit et qu'ils n'en veulent pas, on est un peu compliqué. Donc voilà, c'est forcément un sujet à mettre au débat. René, je pense que tu dois être peut-être prêt à intervenir du coup maintenant. Normalement, c'est bon, René, je crois. Oui, vas-y. Alors là, tu as activé un de tes deux micros, mais peut-être que ce n'est pas le bon, vu que tu as deux noms. Alors, attends, je te réactive le deuxième. Non. Ah, ça y est, ça y est. Non. Est-ce que tu peux essayer pour l'instant avec Jacques Deschamps qui demandait la parole? Oui. Sauf si René y est là. Tu y es, René? Non. Si. Alors, René, je pense que ton micro marche, mais il y a un problème peut-être de connexion ou il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais recouper ton micro, René, et peut-être qu'on passe la parole à Jacques Deschamps en attendant. Jacques, si tu es prêt. Je suis prêt. D'accord. Bon, moi j'interviens en tant que je ne suis pas du tout la comète. Et excusez-moi, il y a un écho là, je ne sais pas. Vous m'entendez? Oui. Moi, je suis participant bénévole aux permanences d'Allo que nous faisons à la maison des associations le lundi. Pas toutes, mais enfin un certain nombre. Et j'avoue un peu mon désarroi devant ces rencontres. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai un petit doute sur l'effectivité éventuellement d'un dossier qui serait prioritaire. Est-ce que réellement il y a une décision d'hébergement derrière? Et puis la deuxième question, encore plus cruciale pour moi, c'est la situation du 115, parce que j'en suis venu, moi, à plus oser demander si les gens ont appelé au 115. Parce qu'ils me répondent, bah oui, 100 fois, 1000 fois, de toute façon, on n'a rien. Ça m'est arrivé aussi de l'appeler en leur présence, et bon, il n'y a pas de réponse. Donc, c'est vraiment un vrai problème. Là, on a discuté, et c'était intéressant, l'aspect juridique de DAO, mais sur un plan pratique, les gens qu'on reçoit, franchement, des fois, on ne sait, enfin, pour ma part, peut-être que je manque de formation, mais j'ai du mal à aboutir, à faire un dossier correct et tout ça. Donc, je veux vous faire part de cette difficulté. Mon épouse Annie participe aussi. Quand on sort de la réunion, on est quand même un peu bouleversé par on va dire notre incapacité, quoi, notre manque d'effectivité. Voilà. Donc, c'était les deux questions. Premièrement, est-ce que réellement il y a un hébergement qui suit un dossier prioritaire? Et deuxièmement, comment
comment prendre en compte la situation du 115 qui me paraît quand même très difficile. Voilà, j'ai fini, moi. Je ne sais pas si quelqu'un peut ou veut répondre par rapport à ça. Moi, j'ai une première réponse là-dessus, Jacques, mais enfin, un premier élément que je mets au débat aussi, c'est, je crois que dans le rapport, on dit qu'en 2021, il y a eu 67 personnes hébergées au titre du DAO. Ben voilà, c'est 67 personnes qui n'ont pas été à la rue. Alors, on peut aussi dire d'ailleurs pour une part que c'est à la place d'autres, parce que de toute façon, les places d'hébergement sont pleines. Hein. Nous, la DDETS nous rappelle régulièrement au Comet qu'il n'y a jamais eu autant de places d'hébergement en Isère qu'actuellement. Et en même temps, on a cette difficulté-là, quoi. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une vraie bataille. Il y a Émilie qui voulait éventuellement intervenir. Donc Émilie, je te donne la parole et Julie peut-être par la suite. Émilie, peut-être à toi. Toi, tu peux activer le son toute seule. Voilà. Oui, donc c'est pas Émilie, c'est Nathalie Blanc, je suis directrice adjointe du SIAO. Donc, j'ai participé depuis le début. Voilà. Je voulais quand même repréciser, suite à l'intervention de Jacques, je voulais repréciser des choses sur le fonctionnement du 115. D'une part, en Isère, il n'y a pas besoin d'appeler tous les jours le 115, sauf éventuellement pour solliciter certaines prestations. Un appel à la quinzaine est suffisant. C'est-à-dire qu'on considère qu'une demande est active pendant 15 jours, 14 jours à la suite de l'appel téléphonique. Quand on a une place, alors ça c'est une pratique iséroise qui est reconnue dans les bonnes pratiques maintenant au niveau de la DIAL et qui risque de s'étendre sur les autres 115 de France. Sur les orientations, donc quand on a une place qui se libère, on étudie sa configuration, on fait une extraction des demandes qu'on a eues dans la quinzaine qui correspondent à la place qui se libère en termes de composition familiale, en termes de caractéristiques, si elle est PMR, si voilà. Donc on fait toute une analyse à partir de cette extraction et on va regarder dans ce listing de personnes, je dis même des bêtises, en amont même, on va prendre dans le listing des prioritaires DAO ceux qui correspondent à la place. Donc, c'est eux qui sont priorisés sur ces orientations-là. Mais sinon, s'il n'y a pas de prioritaire DAO, on prend à l'ancienneté de la demande. On va regarder les personnes qui sont en demande depuis le plus longtemps. Voilà. À ce jour, on reste encore sur ces modalités d'orientation hors DAO, sur ces modalités d'orientation au niveau du 115. Je dis à ce jour parce qu'on a déjà maintenant 2 statuts différents dans l'hébergement d'urgence et il y a aussi quelques places qu'on appelle d'urgence exceptionnelle où on a une orientation à la vulnérabilité. Oui. Donc, c'est ces critères de vulnérabilité qui vont être priorisés et non plus l'ancienneté de la demande. Voilà. Et ça, c'est une tendance qui tente à s'accroître. Alors, en Isère, on n'est pas encore touché là-dessus, mais il y a eu une mobilisation de pas mal d'acteurs. C'est une tendance nationale d'orienter de plus en plus à la vulnérabilité sur les places d'hébergement d'urgence. Vulnérabilité santé, âge des enfants, personnes victimes de violences, entre autres. Donc voilà, ça c'était pour reprendre un petit peu les modalités d'orientation du 115. Ensuite, quand la personne elle est repérée, elle est contactée par le 115. Il lui est proposé l'hébergement, lui explique voilà ce qui peut lui être proposé, et la personne, elle accepte ou elle refuse. Voilà. Donc, je tenais à repréciser cela. Donc, en effet, il n'y a jamais eu autant de places d'hébergement d'urgence qu'actuellement. Ça, c'est une réalité, mais il y a aussi beaucoup de demandes. Aujourd'hui, on essaye de traiter en parallèle les demandes d'hébergement d'urgence et les demandes d'hébergement d'insertion, même si c'est encore largement perfectible. Le souci qu'on a, c'est que les demandes qui sont faites au 115, elles sont faites par les demandeurs directement,
alors que l'hébergement dit d'insertion, on nous demande une évaluation sociale, un approfondissement de la situation, et que voilà, c'est souvent autour de cette évaluation sociale qui manque au niveau des demandeurs du 115. Voilà, je tenais à repréciser ça. Il y a peut-être d'autres questions, mais donc sur les prioritaires d'AO, en effet, aujourd'hui, à l'issue des commissions de médiation, donc ça aussi, hein, on s'est amélioré à ce niveau-là. À l'issue des commissions de médiation, les services de l'État nous transmettent la liste des personnes reconnues prioritaires. Nous, on l'inscrit tout de suite sur le dossier de la personne dès lors qu'elle est déjà connue du 115, mais on en garde une traçabilité aussi pour les personnes qui ne seraient pas reconnues, qui ne seraient pas connues du 115. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de places d'hébergement d'urgence, notamment pour les hommes seuls au vu du calibrage de l'offre d'hébergement d'urgence en Isère, parce que ça, c'est aussi une réalité. Et maintenant, on a, comment dire, je ne trouve plus mon terme, on a plein de prioritaires différents. Et in fine, les prioritaires d'AO ne sont plus aussi prioritaires que d'autres prioritaires. Donc, on en arrive à une concurrence aussi sur ces recours juridiques ou autres. Par exemple, un référé va être prioritaire à un prioritaire d'AO. Enfin voilà, il y a une concurrence des publics sur le peu de places qu'on a, ce qui fait qu'au bout du bout, les demandeurs lambda qui ne font pas de recours, en gros, ils seront encore moins hébergés que les autres. Si je peux, j'ai une petite précision sur la situation au 115 difficile. On dit qu'il y a peu de place. D'un autre côté, on dit qu'il y en a quand même pas mal en Isère. Quand on dit qu'il y a peu de place, c'est qu'il y a peu de places qui se libèrent, puisqu'il y a la question de la sortie de l'hébergement d'urgence. Et pour sortir de l'hébergement d'urgence, l'essentiel de nos places sont pérennes. Donc la personne sort quand elle est une solution, et il n'y en a pas pour les personnes qui sont sans titre, donc sans droit. Donc on assiste depuis quelques années à des personnes qui restent 2, 3, voire 5 ans en fait en hébergement d'urgence parce qu'ils ne peuvent pas accéder à une autre solution d'hébergement d'insertion ou logement. Parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour. Donc on est confronté à ça en Isère, qui sont des décisions au niveau de l'immigration qui sont prises à un niveau national. Si je ne me trompe, Marie a parlé tout à l'heure de 1620 places d'hébergement d'urgence, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a différents segments. Sur l'hébergement d'urgence pérenne, tout public, c'est 1400 places. Et on en a plus de 200, je parle de mémoire, plus de 200 qui sont ciblés pour les femmes victimes de violences. Pour les, pardon? Femmes victimes de violences. D'accord. Voilà, puisque ça nécessite un hébergement assez rapide. Ok, merci pour ça. Une dernière précision peut-être par rapport à Jacques sur les appels au 115. Donc, je pense que c'était important ce que nous a dit Nathalie sur les 15 jours de la validité de la demande. Il y a aussi la jurisprudence de la COMED pour voir s'il y a eu des démarches préalables pour les gens en demande d'hébergement. C'est de savoir s'il y a eu un appel au 115 dans les 2 mois précédant l'examen de la demande. Voilà, donc je donne une indication, sachant que la demande est censée être examinée dans les 6 semaines qui suivent la demande. Voilà, ça donne un peu une indication par rapport à ça. Et l'autre élément qui est toujours pérenne et particulièrement clair à la COMED, puis sur lequel on ne se bat pas, j'ai envie de dire, hein, c'est que s'il n'y a pas eu d'appel au 115 depuis 3 ou 4 mois, les 2 mois, on arrive à tirer un peu dessus sur l'élastique, hein, mais s'il n'y a pas eu de demande dans les 3 ou 4 mois, il n'y a pas de possibilité, j'ai envie de dire, de défendre la priorisation d'un dossier qui n'aurait pas fait de demande préalable.
Dans le cadre de l'instruction, en effet, les services de l'État nous donnent une liste des ménages qui vont être présentés en commission de médiation. Et nous, on fait juste, alors il n'y a pas que le 115, il y a aussi l'hébergement d'insertion, il y a les deux. Donc, on fait juste retour de la date du premier appel, la date du dernier appel, et est-ce qu'il y a eu des propositions d'hébergement faites, oui, non, et quelle issue à ces propositions d'hébergement. Voilà. Et voilà, sur le 115 et sur l'insertion, sur les deux. Merci. Julie, tu voulais intervenir suite à la question de Jacques? Oui, par rapport à la question de Jacques, bon, ça pose forcément question de l'effectivité du recours d'AO, même quand il y a des décisions favorables. On voyait les chiffres tout à l'heure, c'était 88 personnes hébergées, et j'avais questionné Marie sur est-ce que c'est des personnes hébergées dans le délai de 6 semaines ou pas forcément dans le délai de 6 semaines, parce que nous, on se rend compte pour les personnes qu'on accompagne, des fois, elles sont reconnues prioritaires depuis 2 ans et il y a une proposition d'hébergement au bout d'1 an et demi, mais parce qu'on a fait des recours devant le tribunal et que la préfecture a été forcée de payer une astreinte et de payer des indemnités. Ce qui m'emmène aussi, du coup, à l'effectivité. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre cette priorité d'AO effective et qu'il y ait une proposition d'hébergement? Nous, quand on accompagne les personnes, on leur promet pas monts et merveilles, on leur dit vous êtes reconnu prioritaire. Si vous êtes reconnu prioritaire, la préfecture a un délai de 6 semaines pour vous héberger. Ça, c'est la théorie, c'est la loi. Par contre, on sait que pour toutes les personnes qu'on accompagne, la plupart n'ont pas de proposition d'hébergement dans le délai. Donc, il faut faire des recours. On est honnête, on leur vend pas des choses. Et après, c'est à elles de savoir si elles veulent le faire. Mais il faut savoir que voilà, des fois, ça les embarque pour des mois, voire des années de démarche. Mais au final, c'est quand même mieux de proposer, de savoir ce qu'il existe, plutôt que de se dire, bah non, en fait, parce que c'est décourageant, le choix, il revient aux personnes. Et oui, nous, ça arrive tous les jours que des personnes nous disent, oui, oui, j'appelle le 115, et puis en fait, on regarde l'attestation 115 et il n'y a plus d'appel depuis 3 mois. Donc, c'est des choses, il faut répéter, mais c'est comme ça, et on se rend compte, des fois, on se dit, mais ça sert strictement à rien. Mais on se rend compte, on a l'impression, nous, alors je ne sais pas si c'est qu'une impression ou si c'est une tendance, que depuis qu'on a initié beaucoup de recours indemnitaires, que la préfecture a été forcée de payer une indemnité aux personnes, des personnes reconnues prioritaires pour l'hébergement, qui n'ont pas eu d'hébergement depuis 2 ans, depuis des fois 1 an, depuis 6 mois, et que la préfecture paye effectivement cette somme d'argent. Ça peut être 3 000 euros, ça peut être 6 000 euros. Mais quand on fait 3 plus 6 plus 9 plus qu'on additionne, aujourd'hui, DAO confondu, pour les personnes qu'on accompagne, on est presque à 200 000 euros d'indemnité. Donc, on peut se dire qu'on a l'impression que depuis, plus la préfecture paye, bah oui, elle a réagi. Il y a une juriste qui a été embauchée, et aussi on a l'impression qu'on a plus de propositions d'hébergement. Alors, c'est peut-être pas corrélé à ça, il y a peut-être d'autres facteurs, mais on a l'impression des fois que ça peut faire bouger les choses. Et aussi, je voulais revenir à la communication des décisions d'AO par le BALD au 115. Nous, des fois, on a l'impression que les décisions ne sont pas communiquées et que c'est nous qui envoyons directement la décision au 115 et que le 115 n'a pas connaissance que la personne est reconnue prioritaire. Donc, ça pose question aussi du dysfonctionnement un peu du BALD, enfin des services de la préfecture et du DALO. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais dire. Et on se rend bien compte aussi, voilà, par rapport à la concurrence des priorités, bah, il y a les référés liberté, où là, la préfecture, elle doit payer des fois une astreinte journalière, donc par jour de retard, alors qu'un DAO, il a peut-être plus de temps. On voit bien qu'il y a des concurrences, bien sûr, hein, mais le fait de faire un DAO permet après de faire des recours derrière et d'avoir un peu plus de chance d'avoir une proposition d'hébergement. Enfin, moi, je pense. Juste, je peux intervenir 2 secondes, puis après j'arrête. Je voulais simplement venir dire que mes questions n'étaient pas du tout agressives, mais que je reconnais que le travail du 115 est très important et on aurait intérêt à faire connaître ce que nous a dit Émilie pendant son intervention, la façon dont c'est travaillé et tout ça. Je pense on est assez ignorant. Hein. Le deuxième point, c'est que effectivement, quand on est bénévole, moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui arrivent à la permanence en se disant
où on leur a dit allez voir un toit pour tous, allez trouver un logement. Bon, on leur explique qu'on n'est pas là pour trouver un logement, malheureusement, mais que pour faire un dossier. Mais enfin, on explique ça. Mais donc, l'idée, c'est le sens de ma question, c'est de ne pas promettre du vent aux personnes, hein, et donc de bien les informer, d'être honnête, comme il vient d'être dit là. Et donc, voilà le sens de mes deux questions. Parce que effectivement, les gens se posent des questions, ils sont venus là, ils ont attendu une demi-heure parce que des fois il y a beaucoup de monde, et puis ils repartent avec pas grand-chose. Donc voilà, c'était un petit peu les difficultés que je voulais énoncer, partant de l'expérience tout à fait basique d'une permanence pour recevoir ces personnes. Voilà, merci. Du coup, je vais réinterroger. René, il est opérationnel. Non, pardon. Est-ce que le micro de René est opérationnel? Alors, je vais relancer normalement pour que René, tu puisses prendre la parole. Alors, si ça ne marche pas, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. Donc, René, tout à l'heure. Et donc, René, normalement, là, il faut que tu actives ton micro et normalement, tu as la main pour pouvoir activer ton micro. Si ce n'est pas le cas, vraiment, je ne vois pas trop ce que On je va peux essayer de voir si ça, on le voit à l'écran. Enfin, moi, je le vois à l'écran, donc on va essayer. Jacques, il me semble, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Il me semble que par rapport à ce que tu dis, moi ce qu'a dit Nathalie Blanc, enfin, il y a au moins, je crois que c'était Nathalie, oui, il y a au moins quelque chose. Alors, René, ton micro, a priori, fonctionne un peu trop bien. Là, cette fois, on a eu des échos. Allez, René, essaye, je te laisse la parole. Non, mais essaye de parler, on verra bien. Non, apparemment, il y a un écho qui... Bon. Vas-y, essaye. J'essaye, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend un peu. C'est pas très bon, mais si c'est pas bon, non, je trouve que c'est intéressant qu'à la fin de ce 12-14, on ait re-questionné la question de l'offre d'hébergement. Alors, d'un côté, il y a le discours des représentants de l'État. On n'a jamais eu tant d'offres d'hébergement, mais elle est globalement insuffisante. Et ça oblige, on voit bien où ça conduit, quoi. Nathalie Blanc l'a dit, à la concurrence entre les prioritaires, ou bien ça aboutit à durcir l'interprétation du droit. Je crois qu'il faudrait revenir sur cette question de l'offre, et notamment de l'offre dédiée à la demande d'asile, dont on voit qu'elle est insuffisante et qu'un certain nombre de demandeurs d'asile et tous les déboutés se tournent vers l'hébergement d'urgence ordinaire et qui mettent tout le système sous pression. Alors voilà, on est dans un... Et il faut réintégrer, je dis là, c'est qu'il faut revenir sur la question de l'offre et de l'articulation entre l'offre pour les demandeurs d'asile et l'offre généraliste d'hébergement d'urgence. Oui, je partage ce que tu... C'est dans ce sens-là que j'allais intervenir. Je partage ce que tu dis, René. Il me semble du coup que dans les... Je ne sais pas si ça peut être dans les conclusions de ce 12-14, mais tous les 6 ans, au moment des municipales, Un toit pour tous interpelle un peu l'ensemble des candidats sur les logiques de politique du logement et autres. Il me semble qu'on pourrait déjà commencer à se dire que l'interpellation sur la mise en place de places d'hébergement, alors je sais bien qu'elles ne dépendent pas des collectivités locales, mais j'imagine assez bien aussi que quand l'État veut mettre en place un centre d'hébergement, éventuellement, si l'idée lui en vient, il n'est pas toujours accueilli à bras ouverts. Et interpeller les candidats au municipal par rapport à ça me paraît pas inutile. D'autant plus que moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est je l'avais pas en tête, pourtant c'est une évidence, hein, mais voilà, il y a des évidences sûrement qu'on a envie de ne pas voir. C'est la logique pour les migrants sans titre et déboutés du droit d'asile, ils n'ont aucune possibilité de sortie. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés dans le dispositif d'hébergement d'urgence, et ben voilà, il n'y a pas de porte de sortie.
Et rappelons quand même, parce que nous, moi je le découvre aussi, on voit un peu dans la Comède, et quand on se renseigne un peu là-dessus, bon, bien sûr, il y a toujours un certain nombre de gens pour dire, bah, puisqu'il y a une obligation de quitter le territoire français, il n'y a qu'à la faire exécuter. Tous les gens qui écrivent sur ce sujet-là expliquent à quel point ça peut être compliqué entre les personnes qui n'ont plus de papier, soit perdus, disparus, machin, ceux qui n'ont plus vraiment de nationalité, les États qui ne veulent pas les accueillir, c'est-à-dire que aujourd'hui l'État français délivre un tas d'obligations de quitter le territoire français à des gens qui n'ont aucune possibilité de le quitter, quoi. Donc on est en train de créer tout un tas de gens qui sont complètement sans droit, si ce n'est celui de vivre dans la rue, quoi, grosso modo. C'est pas très optimiste ce que je viens de dire, hein. Je suis désolé, on arrive vers la fin, mais c'est pas fameux ce que j'ai fait là, mais tant pis. Est-ce qu'il y aurait une question, quelqu'un qui a un truc positif à nous dire là, un truc sympa? Pas tellement de trucs sympas. Marie, je pense qu'on arrive vers la fin de notre sujet. Je ne sais pas si est-ce que soit parmi les interventions, Émilie ou Nathalie, Julie, est-ce que parmi les intervenantes, pardon, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Il y a des choses que vous espériez pouvoir traiter qu'on n'a pas fait? Non, apparemment, non, c'est bon. Donc, bah, écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Je continue à dire. Je fais un petit appel côté CIMAD, par exemple. Je trouvais l'intervention de Madame Lalire, que je ne connais pas, très intéressante. Moi, je vous inviterai volontiers au comité de suivi d'AO Dalo. Ça peut nous aider aussi. Je pense que le gros sujet qu'on a encore à travailler pour l'instant, c'est aussi la mobilisation des associations, les labellisations, l'aide à la constitution des dossiers. Déjà que je comprends la difficulté par rapport à ça, mais je pense que c'est aussi important que beaucoup plus de gens fassent valoir leurs droits au DAO DALO, même si ça ne plaira pas en haut lieu, mais c'est pas grave, ça fait partie des choses qu'il faut poursuivre. Et je pense que le travail en commun est extrêmement important par rapport à ça, parce qu'on est quand même très éclatés les uns et les autres, et chacun un peu dans sa démarche. Donc moi, je vous invite cordialement à venir nous rejoindre dans le comité de suivi DAO DALO. Voilà, écoutez, je vous propose qu'on en reste là et je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Marie, tu as peut-être, toi, la date et le sujet du prochain 12-14, si on le connaît. Alors, le prochain 12-14, il n'aura lieu qu'en 2024. Donc, on laisse encore le suspense. Donc, c'était le dernier 12-14 pour cette année 2023, celui d'aujourd'hui. En revanche, il y aura les rencontres d'un toit pour tous avec des webinaires sur le logement très social. Et donc, la prochaine date, ce sera le 17 octobre, normalement, avec un webinaire. Mais on mettra tout ça sur le site Un toit pour tous pour que vous puissiez vous inscrire directement en ligne. Alors, venez nous voir sur le site. Oui. Et merci pour Madame Lalire qui nous dit qu'elle va transmettre au bureau de la CIMAD. Venez nous voir sur le site et d'ici là, je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir à tous. Au revoir.